Imaginez un instant, un conflit à première vue régional qui mettrait littéralement le feu aux poudres de l'économie mondiale. C'est un scénario hypothétique, bien sûr, mais on va voir ensemble comment les dominos pourraient tomber à une vitesse vertigineuse et nous mener d'une frappe militaire à un effondrement planétaire. Alors, pour bien comprendre ce qui va suivre, il y a un concept vraiment essentiel en politique internationale qu'il faut avoir en tête. On appelle ça la queue qui remue le chien. C'est une image, mais elle décrit parfaitement cette dynamique de pouvoir assez surprenante où un acteur qui est en théorie plus petit, plus faible, finit par dicter les actions d'un géant. Et cette expression, elle n'est pas juste théorique. En analyse politique, on l'utilise parfois pour décrire la relation très particulière entre Israël et les États-Unis. Des universitaires comme John Mearsheimer et Stephen Walt, par exemple, ont beaucoup écrit sur le sujet. Leur analyse suggère que dans certains cas, les intérêts d'Israël peuvent orienter de manière très significative des décisions majeures prises par Washington au Moyen-Orient. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, projetons-nous dans ce fameux scénario. C'est un exercice de pensée basé sur ces analyses et on va se placer dans un futur très proche, disons février 2026. On va suivre pas à pas l'engrenage, la réaction en chaîne qui pourrait transformer une crise a priori régionale en une catastrophe mondiale. Voilà, le premier domino. Tout commence avec une frappe militaire. Une opération conjointe américano-israélienne contre l'Iran. Le problème, elle est lancée sans qu'il y ait de stratégie vraiment claire sur ce qui se passera après. Du côté de Téhéran, évidemment, cette attaque est perçue comme une menace mortelle, une menace existentielle. La riposte, du coup, ne va pas seulement viser les agresseurs directs, non. La stratégie est bien plus large. Il s'agit d'internationaliser le conflit, de s'assurer que si l'Iran doit souffrir, il ne sera pas le seul. Entraîner tout le monde dans la crise. On touche ici à une logique terrifiante, qu'on attribue parfois à Vladimir Poutine, mais qui s'applique à tout régime qui se sont acculés. Pourquoi aurions-nous besoin d'un monde si notre pays n'y est pas ? C'est cette mentalité du tout ou rien, cette idée qu'il vaut mieux le chaos mondial que sa propre destruction, qui va déclencher l'étape suivante. Et cette étape, elle est absolument cruciale. Le point de passage obligé, le détroit d'Ormuz. Il faut bien comprendre que l'arme la plus puissante de l'Iran n'est pas forcément militaire, c'est sa géographie. Sa position stratégique lui donne le pouvoir de fermer ce qui est, ni plus ni moins, l'artère énergétique la plus vitale de la planète. Et c'est exactement ce qui se passe. L'Iran annonce la fermeture officielle du détroit d'Ormuz. Plus aucun trafic maritime n'est autorisé. Pire, tout navire qui tenterait de forcer le passage devient une cible. En une seule décision, une part colossale de la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale est paralysée. Instantanément. 20%. Ce chiffre, il faut vraiment le laisser résonner. On parle de 20% de tout le pétrole consommé dans le monde chaque jour. C'est cette part qui vient d'être coupée, nette. Un cinquième de l'énergie mondiale coincée dans ce minuscule goulot d'étranglement. Et à qui est destinée toute cette énergie bloquée ? La grande majorité, 70%, part vers l'Asie. On parle des poumons industriels de la planète, la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Mais l'Europe n'est pas en reste, avec une part très significative également. On voit tout de suite qui sont les premières victimes. On entre alors dans le choc énergétique mondial. Parce que la fermeture du détroit, ce n'est pas juste une histoire de navire à l'arrêt. C'est le début d'une réaction en chaîne financière immédiate et extrêmement grave. Et la toute première onde de choc, ce n'est même pas une explosion. C'est un coup de fil, celui des compagnies d'assurance. Immédiatement, elles annulent toutes les polices qui couvrent les risques de guerre dans la région. Or, sans assurance, c'est simple, aucun pétrolier, aussi immense soit-il, ne peut prendre la mer, même si l'équipage était prêt à prendre le risque. Le commerce s'arrête, net. Et pour les rares assureurs qui oseraient encore proposer une couverture, la flambée des prix est immédiate. Les primes sont multipliées par 4, une augmentation de 400% en l'espace de quelques jours. En clair, le détroit n'est plus seulement fermé militairement, il est aussi verrouillé financièrement. Et là, un autre problème. Un compte à rebours se met en marche. Les pays producteurs du Golfe ne peuvent pas stocker leur pétrole indéfiniment. Ils ont, en gros, 25 jours de capacité de stockage à terre. Après 25 jours, quand tous les réservoirs sont pleins à craquer, il n'y a plus qu'une seule solution. Tout arrêter. Fermer les puits de pétrole, stopper la production de gaz. L'arrêt devient total. Alors, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, eux, ils ont une petite porte de sortie. Des pipelines qui leur permettent de contourner en partie le détroit. Mais pour d'autres géants énergétiques, comme le Qatar ou l'Irak, c'est le pillage total. Ils n'ont aucune autre voie d'exportation. Pour leurs économies, les conséquences sont tout simplement dévastatrices. Et c'est là qu'on assiste à la contagion économique. Forcément, une crise de cette ampleur ne reste pas sagement confinée au Golfe. Non, elle se propage. Comme un virus, elle commence à infecter toute l'économie mondiale. Premier symptôme violent, l'Europe.
Les livraisons de gaz naturel liquéfié du Qatar s'arrêtent. Du jour au lendemain, les prix du gaz sur le marché européen bondissent de 50%. Pour un continent qui essaie désespérément de se passer du gaz russe, perdre l'approvisionnement qatari, c'est un coût absolument catastrophique. La crise énergétique, qu'on pensait gérer, est ravivée avec une violence inouïe. Et de l'énergie, la crise se propage à tout le reste. C'est un effet domino implacable. La pénurie de gaz, ça fait exploser le coût de production des engrais et donc, à terme, les prix dans les assiettes. La pénurie de pétrole, les prix des produits pétrochimiques s'envolent et avec eux, le prix de tous les plastiques, de presque tous les objets du quotidien. Le résultat final, l'inflation mondiale s'emballe complètement hors de contrôle. Et c'est là que tout devient très concret pour tout le monde. Ce conflit géopolitique, à des milliers de kilomètres, il se traduit très directement dans la vie de tous les jours. C'est le prix à la pompe qui atteint des sommets jamais vus, ce sont les factures d'électricité et de chauffage qui s'envolent, c'est faire ses courses qui devient de plus en plus cher pour tout, des aliments aux biens de consommation, et derrière tout ça plane la menace d'une récession mondiale. Le dénouement géopolitique. À ce stade, l'économie mondiale est au bord du précipice, et c'est précisément à ce moment que les jeux politiques entrent dans leur phase la plus dangereuse. Et c'est là que ça devient presque incroyable. Alors que le monde est au bord de l'effondrement économique, les analyses sur lesquelles se base ce scénario suggèrent que les mêmes acteurs politiques qui ont initié la crise continuent de pousser. Ils encouragent une escalade encore plus grande avec pour objectif final un changement de régime en Iran. On retrouve cette fameuse dynamique de la queue qui remue le chien, qui se poursuit, au mépris total des conséquences pour le reste du monde. Tout ce scénario nous laisse avec une question fondamentale et assez glaçante. À quel point notre économie mondiale, si interconnectée, si complexe, est-elle en réalité fragile? Est-ce qu'un seul conflit, dans une seule région du monde, peut vraiment tout faire basculer? Cet exercice de pensée révèle en tout cas la vulnérabilité extrême des systèmes sur lesquels on compte tous les jours, et surtout, la vitesse effrayante à laquelle tout peut se briser.